Bonjour à vous tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 300 millions de critiques. Nous allons passer ensemble en revue l'actualité culturelle francophone de la semaine sur TV5 Monde. Nous sommes dans un lieu particulier qui est le 104, qui est un lieu culturel du nord de Paris, à proximité de la Philharmonie. Et dans un instant, vous aurez à la fois le sommaire et tous les chroniqueurs de l'émission, ceux que vous aimez, que vous allez retrouver dans un instant. Nous sommes aussi avec Jean-Paul Clavry. Mon cher Jean-Paul, bonjour. Bonjour, vous êtes conseiller de Bernard Arnault pour la politique culturelle et pour beaucoup d'autres événements à travers le monde, notamment la fondation, évidemment, magnifique, qui est de l'autre côté de Paris, dans le bois de Boulogne. On attend avec une impatience considérable l'exposition de Jean-Michel Basquiat, qui est une rétrospective, dit-on, jamais vue. Mais auparavant, on va parler un petit peu de l'exposition qui a lieu en ce moment, qui est une exposition intermédiaire, qui a la particularité de regrouper des œuvres très différentes. C'est-à-dire qu'on voit des œuvres d'Henri Matisse et en même temps un ensemble considérable d'œuvres de Murakami. Alors, est-ce qu'on peut raconter un peu à quoi correspond cette exposition ? Cette exposition présente la collection de la Fondation, parce que toute institution culturelle qui se respecte, tout musée d'art contemporain en particulier, se doit d'avoir une collection. Et vous le savez, Bernard Arnault est un collectionneur passionné. Il collectionne pour lui-même depuis très longtemps. On peut dire depuis toujours. Et lorsque le projet de la Fondation s'est précisé, il a voulu constituer une collection spécifiquement dédiée à la Fondation. Alors cette collection, elle est à la fois très tournée vers les artistes d'aujourd'hui, donc l'art contemporain. Murakami, Philippe Parreno, Pierre Huyghe, voilà, de très nombreux artistes, Marc Bradford, enfin Bertrand Lavier, Mathieu Barnet, Bertrand Lavier, que nous adorons, que nous exposons d'ailleurs en ce moment même à Tokyo, dans l'espace Louis Vuitton de Tokyo. Donc, cette collection, elle va de l'art contemporain à l'art du XXe siècle. Et là, on a tout l'esprit de ce que programme la Fondation Louis Vuitton. C'est-à-dire qu'on a présenté, vous en parliez il y a quelque temps, la collection de Choukine, on a présenté le MoMA, et aujourd'hui, c'est la collection avec une trentaine d'artistes et des pièces, des œuvres qui n'ont jamais été exposées. Alors, ça n'est pas la première fois que nous présentons des pièces de la collection, puisque à l'ouverture, vous vous en souvenez, il y a 3 ans, il y avait une salle Richter, il y avait une salle Richter. On retrouve Gerhard Richter, qui est un artiste qu'aime passionnément, si on peut dire, Bernard Arnault. Enfin, tous ces artistes, toutes ces œuvres, il les aime passionnément parce que c'est lui qui les a choisis. Voilà, avec l'équipe de la Fondation, Suzanne Paget, un peu moi-même, enfin voilà. Mais donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette exposition n'est pas simplement un accrochage d'œuvres les unes à côté des autres. Il y a vraiment aussi, comme pour une véritable exposition, une sorte de travail quasi scientifique, puisque l'ensemble de l'exposition peut se résumer au rapport de l'homme, de tout individu, avec son environnement. Je crois que c'est un des thèmes très sensibles d'aujourd'hui. Environnement animal, mais environnement minéral aussi, environnement climatique, enfin tout le rapport de chacun d'entre nous avec ça dure jusqu'à quand, Jean-Paul Clavry ? Alors, cette exposition dure jusqu'au 28 août. Jusqu'au 28 août, donc, évidemment, cet été. Si vous êtes à Paris, si vous avez la chance d'être à Paris, vous allez voir cette exposition avec un certain nombre de chefs-d'œuvre, que d'ailleurs vous ne connaissez pas forcément, qui sont là-bas. Et puis il y a cet événement que tout le monde attend, j'allais dire le monde entier l'attend, puisqu'on dit, alors je ne sais pas, vous allez nous dire sur notre antenne si c'est la vérité, que vous avez programmé la plus grande rétrospective Basquiat qui n'ait jamais existé. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, en tout cas... Vous avez le droit d'être présomptueux. Je crois que l'événement Basquiat à la Fondation, qui ouvrira tout début octobre, devrait être étonnant.
en tout cas. Alors, vous, Guillaume, vous le qualifiez de l'un des plus grands événements autour de Basquiat. Vous l'apprécierez, mais en effet, le nombre, mais surtout la qualité et la rareté des œuvres qui seront présentées à la Fondation va en faire, je pense, une exposition unique par son ampleur, mais surtout par sa force. Puisque c'est un peu la solidarité entre collectionneurs privés, des collectionneurs privés qui vivent avec leurs œuvres de Basquiat, parce que beaucoup en ont plusieurs. Vous savez, Basquiat, c'est un artiste avec lequel on a un rapport de passion, un rapport personnel extrêmement fort. Donc, ce ne sont pas des œuvres qu'on garde dans des réserves ou dans... Oui, les gens vivent avec. On vit avec. Par exemple, Valentino vit avec ses Basquiat. Il nous prête ses Basquiat. Elie Broad va nous prêter l'ensemble... Grand collectionneur de Los Angeles. De ses Basquiat. Et puis... Pourquoi Basquiat? Parce que Bernard Arnault est lui-même un grand collectionneur de Basquiat. Je pense que dans toutes ses résidences, il a des tableaux de Basquiat. Il va tous les prêter pour l'exposition. Il y a également les Basquiat de la Fondation. Je pense que ça va être un événement assez extraordinaire. Et j'invite tous vos auditeurs à se rendre en masse à la Fondation. Mais ce sera sûrement un formidable succès. Il y a eu d'ailleurs au Barbican Center à Londres récemment une exposition Basquiat où tout ce qui était environnement, explication, la vie de Basquiat très brève, malheureusement les sorties, les boîtes de nuit, la façon dont s'est construit son œuvre était extrêmement bien mise en scène, il faut le dire. C'était très très bien. Remarquable, d'ailleurs, c'est le même commissaire, Dieter Burkhardt, qui a été celui du Barbican et qui sera le commissaire de notre Seulement, exposition. à la différence de ce qui se passait, il y avait très peu d'œuvres. Il y avait 4 ou 5 très beaux tableaux et beaucoup de dessins, mais très peu d'œuvres importantes. que celles que nous présenterons à la Fondation. Et l'exposition Basquiat ira de pair avec une exposition Schiele. Il faut savoir que ces deux artistes, l'un au début du XXe siècle, l'autre à la fin du XXe siècle, sont morts à 28 ans. C'est le thème de la fureur de vivre, en quelque sorte. Et là, on pense à James Dean. Voilà, donc je pense que là, il y a une démarche, je dirais, de passion, de révolte de deux artistes qui ont marqué le XXe siècle. Voilà, c'est la seule raison qui nous donne envie de nous retrouver dès maintenant au mois d'octobre. Pour le reste, ce sera bonnes vacances pour tout le monde, bien évidemment. Juste après que vous ne découvriez le sommaire de cette émission, qui sera l'une des dernières de la saison. Je suis ravi de vous accompagner. Les chroniqueurs vont me rejoindre et nous allons parler de l'actualité culturelle francophone. Bon été, Jean-Paul Clavry. Merci. Et Guillaume. évidemment, on se retrouve à la rentrée pour cette exposition Basquiat, le sommaire. Team Lab au-delà des limites, gigantesque installation numérique et interactive qui se tient à Paris, sera l'occasion d'évoquer aujourd'hui ces expos d'un nouveau genre. La québécoise Cœur de Pirate sort un nouvel album. En cas de tempête, ce jardin sera fermé. La bande l'a écouté et vous en parle. David Fuenquinos est un romancier à succès. Son nouveau livre peut-il espérer le même parcours que son précédent ouvrage, traduit en 40 langues? Nous en discuterons. Et comme chaque semaine, le tour planétaire de l'actu culturelle francophone, c'est dans le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Nous accompagne donc après ce sommaire Claudia La Rochelle, que vous connaissez de Radio-Canada. Ma chère Claudia, bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi avec Estelle Martin, le TV5 Monde. Je suis ravi, ma chère Estelle. Bonjour. Gaëlle Miévis, qui nous vient de la Belgique, ma chère Gaëlle. Bonjour. Émérite musicienne de rock, et nous sommes ravis de vous accueillir. Michel Serruti, de la radio-télévision suisse. Tout ça fait très sérieux. Et Laura Senucci de France Télévisions. Tout ça fait aussi extrêmement sérieux. Premier sujet. Jusqu'au mois de septembre, la Grande Halle de la Villette à Paris accueille l'exposition qui s'appelle Team Lab. Au-delà des limites, c'est une gigantesque exposition numérique et interactive que je vous propose évidemment de découvrir avec ce sujet de TV5 Monde, avant que nous nous posions la question de savoir ce que vous pensez de ces expositions donc numériques interactives qui se multiplient un petit peu partout. Un voyage interactif dans une œuvre d'art digital grandeur nature. Dès l'entrée, le visiteur est invité à participer à cette création collective.
Là, je dessine un papillon, mais il y a aussi des geckos, des grenouilles, des alligators. Quand le papillon est scanné, il devient vivant. Là. Les papillons vont seulement sur les fleurs. Quand ils ont trouvé les fleurs, ils se multiplient. Pour le moment, mon papillon est seul. Mais après, il y en aura 2, 3 et plus. S'il n'est pas mangé par une grenouille, le papillon s'envole dans les autres pièces de l'exposition. Le visiteur peut le suivre et découvrir d'autres écosystèmes féeriques. La cascade est totalement interactive, donc quand on touche le mur, l'eau se dévie et des fleurs commencent à éclore tout autour de vous. Notre œuvre change en fonction de la présence des visiteurs. Vous, vos amis et tous les autres faites partie de l'œuvre d'art. Vous partagez cette expérience, vous partagez ce rêve tous ensemble. Ici, plus il y a de visiteurs, plus il y a d'œuvres, plus il y a de réflexions sur notre rapport au monde. C'est l'un des messages de ce collectif de 400 artistes, vidéastes, ingénieurs, la plupart japonais basés à Tokyo. Un collectif qui n'a pas fini de nous surprendre. Forcément, nous allons commencer par vous, ma chère Laura, car vous êtes le numérique incarné. Eh bien, je pense que ces expositions numériques ne vont pas remplacer, puisque c'était la question des expositions classiques, mais qu'il y a un besoin, effectivement, d'interactivité, à la fois des visiteurs, mais aussi des musées, parce que ça permet de fidéliser. Depuis ça y est, Prenez votre temps. Depuis 2009, 461 applications ont été créées pour les téléphones, les smartphones, pour aller visiter des expos. Donc c'est soit les applications des musées, soit les applications des expositions temporaires. Le problème de ces applications, c'est que souvent vous les téléchargez, mais après elles vous encombrent sur le smartphone. Donc on hésite au bout de la 3e fois à retélécharger l'application. Donc l'avenir va être dans une version mobile que vous pourrez consulter, d'un audio guide virtuel qui vous permet de découvrir des choses que vous ne découvriez pas avec le simple audio guide classique. Donc, effectivement, il y a un besoin de créer un lien avec les adultes, mais aussi avec les enfants. Le musée de Versailles, c'est les champions du monde en matière d'application. Donc, je vous recommande, si jamais vous allez visiter le château, de les télécharger. Il y a des chasses au trésor organisées dans les jardins, c'est vous dire, pour les adultes et les enfants, et recréer ce lien transgénérationnel dont on a besoin, parce que c'est important d'emmener les petits aussi découvrir des expositions. Donc, non, il n'y aura pas que des expositions numériques, interactives. Il y aura encore des expositions, et on l'espère, on le souhaite, avec que des sculptures. Mais effectivement, l'application, le site en version HTML pour vous aider à mieux comprendre et à vous apporter un supplément d'informations sont maintenant dans l'air du temps et vont l'être de plus en plus. Voilà, vous entendez les portes qui claquent, ce n'est pas un fait d'eau, c'est que nous sommes au 104. Vous avez peut-être apercevoir quelqu'un qui répare la verrière qui va brutalement tomber ici, comme dans une œuvre de Mauricio Catalan. Eh bien, c'est normal, c'est la télévision, nous sommes dans un endroit vivant. D'abord, il faut dire, vous rappeler ce qu'est cette exposition, ma chère Estelle. Le Team Lab ? Oui. Alors oui, c'est assez extraordinaire parce que c'est un collectif japonais qui est très connu en Asie, mais finalement pas si connu que ça en Europe. Et ils ont choisi la France pour cette exposition assez monumentale. Mais il faut dire qu'il faut un lieu très grand, parce que là, ça fait 2000 mètres carrés. Elle nous a expliqué, la personne Justine qui nous a fait visiter l'exposition, qu'il y a carrément 3 boîtes. Enfin, c'est pour les câblages, pour qu'il y ait vraiment une obscurité totale, parce que tout se joue sur du numérique, donc sur des projections. Alors, moi, je suis toujours un petit peu dubitative. C'est-à-dire que je préfère aller au Louvre ou aller... Enfin, je préfère voir des œuvres anciennes d'hier. En fait. Non, mais parce que voilà, je suis un peu moins sensible. C'est tout ce qui est projection, par exemple, vous savez, il y a eu sur Van Gogh, sur Klimt. Je suis pas hyper cliente. Là, c'est différent parce que c'est une création. C'est-à-dire qu'ils sont très nombreux dans ce collectif et qu'ils ont créé ces œuvres qui sont interactives. C'est-à-dire que vous pouvez vous participer. Duchamp serait peut-être absolument ravi. C'est-à-dire non seulement on ne crée pas l'œuvre en la regardant, mais en plus en la touchant. Après, je trouve qu'il y a une esthétique un peu kitsch. Je ne sais pas quel est votre avis. Et c'est toujours ça qui me surprend. C'est-à-dire que
que le fait que le graphisme, même aujourd'hui, ne soit pas plus poussé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression d'être dans un jeu vidéo. Certes, un très beau jeu vidéo, mais voilà, je ne suis pas assez sensible à cette esthétique numérique, mais qui après est grandiose. Encore une fois, 2000 m², c'est époustouflant. D'où d'ailleurs ce mot que vous avez choisi avec beaucoup de soin, dubitative. Je suis assez dubitative. Vous êtes très dubitative d'ailleurs. Depuis que je vous connais, vous êtes dubitative. Michel, êtes-vous dubitatif? Oui, moi je suis de naissance, je pense, dubitatif. Oui, je crois qu'il faut dissocier l'exposition qui a lieu à la Villette, qui est un type d'art numérique, des arts numériques en général, parce que c'est à la fois représentatif des arts numériques et puis ça n'est pas que ça qu'on peut faire aujourd'hui en art numérique. Je crois que ce qui est difficile aujourd'hui pour les arts numériques, c'est qu'on assiste, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on assiste à la naissance de quelque chose, j'ai l'impression aujourd'hui. Pour en avoir discuté avec 2-3 personnes en Suisse, on se pose des fois la question de se dire ça aurait été super de se retrouver, je ne sais pas, à la Factory de Warhol quand tout était en train d'exploser à ce moment-là, de se mettre en place. Je ne sais pas comment on l'aurait perçu à ce moment-là. D'une certaine manière, on peut tirer un parallèle avec les arts numériques aujourd'hui, où il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est une toute petite communauté, tout le monde se connaît, on m'expliquait ça la semaine passée. Vraiment, les gens sont reliés les uns aux autres, on sait comment ça fonctionne. Et ce qui est intéressant avec les arts numériques, c'est que ça met en place une sorte de transversalité, c'est-à-dire que vous avez évidemment des gens qui viennent des beaux-arts, mais vous aurez aussi des physiciens, vous aurez des informaticiens qui vont mettre leurs compétences ensemble pour réussir à créer quelque chose avec des algorithmes, avec de l'intelligence artificielle, et un public, souvent, parce qu'il faut une interaction pour que l'œuvre se mette en place. Alors, c'est vrai qu'on est, en tout cas pour Team Lab à la Villette, on est partagé entre du jeu vidéo, entre une sorte d'esthétisme comme ça, onirique, pour moi, qui ne réveille pas véritablement une émotion artistique en tant que spectateur. Il faut dire ce que c'est. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se crée. En Suisse, par exemple, a été créé il y a 2 ans, 2 ans et demi de cela, je crois le premier, et ça l'est toujours, musée entièrement dédié aux arts numériques en Europe, ça s'appelle le musée des arts numériques à Zurich. Alors ça va même très loin, même les expositions aujourd'hui sont gérées par un algorithme, par une intelligence artificielle qui choisit quels artistes vont être exposés. On est en train de vouloir créer un espace un peu similaire à Genève, ça doit être pour 2019 aussi. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça ne va pas du tout remplacer l'art classique tel qu'on le connaît, alors évidemment pas. Mais par contre, ça peut soit jouer avec des œuvres classiques, rentrer dans ces œuvres et puis avec une réalité virtuelle augmentée par exemple et devenir une œuvre en soi, à ce moment-là, pas l'œuvre qu'on reproduit mais l'œuvre qu'on fait à partir de l'œuvre existante ou alors des œuvres originales comme on a vu celle de la Villette. Nous on a un festival en France, alors on n'a pas encore de musée je pense dédié au... Non, on n'a pas de musée mais on a un festival, le festival des bains numériques qui est à Enghien-les-Bains, ça fait depuis de nombreuses années donc on met en avant. Mais après, moi je pense que cette question se pose, c'est un support, je me demande juste comment ça va évoluer. Est-ce que ça va devenir des œuvres par exemple, prenez un exemple qui est quand Warhol a utilisé la sérigraphie pour faire justement des portraits et des tableaux qui sont devenus célèbres. Il a utilisé une technique qu'il a rendue classique, mais il a utilisé une technique parce que c'était Andy Warhol. Quand vous regardez des grandes sérigraphies ou des tableaux sérigraphiés de Warhol, vous regardez un Warhol, vous regardez pas une sérigraphie. Ouais. Donc un art numérique qui n'a pas d'auteur, ça n'a, à mon avis, strictement aucune signification. Gaëlle. Je pense qu'on est au balbutiement des expos de demain. Mais c'est vrai que quand j'ai été voir Team Lab, je suis restée aussi un peu dubitative sur le choix, sur l'espace en lui-même. Par contre, l'interaction, ça c'est quelque chose de magnifique. Faire partie intégrante de l'œuvre aussi, pouvoir changer l'œuvre, la moduler comme on le veut en temps réel. Ça, je trouve que c'est vraiment une force énorme que ce créatif a voulu montrer. Je veux dire, quand on arrive, qu'on voit tous les enfants qui dessinent leurs petits papillons ou lézards, et puis que ça se scanne et ça se met directement sur cet espace, ça, je trouve que c'est c'est beau, oui. C'est bien fait. Non, mais c'est bien fait. D'ailleurs, l'utilisation numérique, quand vous voyez, par exemple, un tableau célèbre, regardez sur les sites, Laura connaît ça par cœur, prenez le déjeuner sur l'herbe de Manet, il y a 500 000 personnes qui l'ont détourné avec des palettes graphiques. Et cette chute d'eau là qu'il y avait là-bas aussi. Mais c'est pas pour ça que c'est une création.
Non. C'est là que c'est compliqué. Claudia, vous regardiez le plafond, vous avez raison. Je pense Il peut que oui, toujours parce y que moi, avoir je suis de quelque nature chose qui tombe du contemplative. plafond. Oui, oui, j'ai peur. Non, mais je suis de nature contemplative dans le sens que j'ai un faible, j'avoue, pour ces œuvres qu'on va voir dans les musées et qui sont immobiles et qui sont figées dans le temps, qu'on regarde d'une manière différente selon notre état d'âme, tout ça. Donc, moi, je suis assez classique dans ce sens-là. Par exemple, mais par contre, les arts... Il y aura peut-être un génie du numérique qui va fabriquer quelque chose. Peut-être. J'avais quand même l'impression, avec TeamLab, d'être dans un tableau de Van Gogh à un moment donné. Hein? Et vous voyez, c'était splendide ce à quoi on assistait. Parce que oui, comme on le dit souvent, on assiste effectivement à la naissance d'une nouvelle forme d'art. Et je pense que parfois, cette forme d'art-là a quand même ses limites parce qu'on commence, et c'est normal. Je pense aussi que donc TeamLab, hein, c'est un collectif japonais, comme on le disait un peu plus tôt, mais c'est un collectif avec des mathématiciens, des ingénieurs, des architectes. Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, intégrer à cette équipe-là, ce collectif-là, des écrivains, des scénaristes, même des metteurs en scène ou des artistes de différents... Ça s'appelle le cinéma, ça. Oui, effectivement. Mais pour penser, pour scénariser aussi TeamLab, je pense qu'il y a peut-être une couche de cœur ou de quelque chose de viscéral qui manque juste un tout petit peu, mais je sais qu'on s'en va vers quelque chose de grandiose avec ça. Et c'est pour ça que j'étais contente de prendre part à ces débuts, donc à la Villette. Voilà. Passons à la québécoise Béatrice Martin, plus connue sous le nom de Cœur de pirate, qui revient avec un nouvel album intitulé donc En cas de tempête, ce jardin sera fermé, ce qui est une hypothèse pour la vie. Après en avoir écouté un extrait, nous reviendrons sur sa carrière qui est un peu particulière et sur les thèmes très personnels abordés dans ce disque, car c'est vrai que dans le cas de Cœur de pirate, il y a des moments où on se demande si c'est de la variété ou si ça va devenir de la musique expérimentale. Elle-même a l'air parfois totalement perdue. Regardons. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vivre en moi. D'abus, je vis d'erreurs, tes mots comme une loi, comme une prémonition. On ne changera pas. On ne changera pas. On ne changera pas. On ne changera pas. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vide en moi. D'abus, je vis d'erreurs, tes mots comme une loi, comme une prémonition. On ne changera pas. On ne changera pas. D'abus, je vis d'erreurs, tes mots comme une loi, comme une prémonition. On ne changera pas. On ne changera pas. Prémonition. On ne changera pas. On ne changera pas. Prémonition. On ne changera pas. Alors, je disais à tort, évidemment, que Cœur de pirate pouvait évoluer vers la musique expérimentale. C'est évidemment pas du tout son cas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, ma chère Claudia, que cette jeune femme qui a connu un succès Et qui continue. colossal, il continue. On a toujours l'impression qu'elle se cherche, qu'elle est autour de son piano et qu'elle se demande ce qu'elle fait là, en gros. Bon, on peut dire ça comme ça. Mais n'est-ce pas vrai? Je ne veux pas vous contredire, cher Guillaume, mais je pense qu'elle a trouvé sa voix avec cet album-là. Et c'est une voix qui est celle, justement, probablement de l'exposition de ses états d'âme. Et comme ça évolue dans le temps, les états d'âme, on le sait, ça va donner quelque chose en vieillissant, en changeant, de toujours un peu différent, avec des tonalités très contemporaines aussi, qui sont axées sur l'air du temps, sur l'actualité aussi. Ce que j'ai aimé chez Cœur de pirate dans cet album-là, c'est la manière dont elle réussit à créer une sorte de paradoxe entre l'intime et le collectif. Alors, je vous explique. Elle parle de son intimité, elle défriche son propre jardin, pour ne pas faire de vilains jeux de mots, mais elle va au cœur de ses propres batailles, au cœur de ses troubles. Donc,
Donc là, on est dans l'intime et ça, on le sent très bien. C'est sombre par moments dans les paroles aussi. Par contre, paradoxalement à ça, il y a beaucoup, je trouve, de lumière dans les rythmes, dans la musicalité aussi, dans ce qu'elle exploite, dans ce sens-là. Faut dire aussi que cet album-là survient après #MeToo, #moi aussi, et c'est assez pertinent aussi parce qu'elle parle notamment de violences faites aux femmes. Elle va dans ce sens-là. Alors, pour ça, je trouve qu'elle surfe sur une vague très agréable dans l'actualité. Gaëlle. Alors, je dirais que cet album est musicalement bien foutu, dans l'air du temps, avec les codes de l'époque, une électro bien placée et tout ça. En tant que musicienne, j'ai un petit faible pour le dernier titre de Honte et de Pardon, parce qu'il y a une envolée de cordes à la fin et ça fait du bien. Comme l'a dit Claudia, c'est un album sur l'amour, avec tous ses travers et toutes ses beautés. Elle y parle du viol, elle parle de coups d'un soir, d'infidélité. Donc, je trouve que dans cet album, elle se livre. Et je pense que c'est son premier album où elle se livre comme ça. Oui. Voilà, ça a le mérite d'exister. Et en Belgique, elle sera d'ailleurs dans pas mal de festivals chez nous cet été, parce que la Belgique... Ce sera le cas en France aussi. Elle va beaucoup tourner dans tous les festivals de l'été. Merci. Il était important d'avoir le point de vue de la musicienne de l'équipe. Ma chère Estelle, oui, c'est vrai que la France sent au taquet. Non, mais c'est vrai que la France a adopté Cœur de Pirate. Elle a multiplié les collaborations. On en avait parlé pour les Souliers Rouges avec Marc Lavoine, notamment. Elle était la voix féminine de cet album. Et l'inverse, elle a adopté la France parce qu'en réalité, le titre de l'album vient. Oui, du jardin. C'est ce qu'on met dans les jardins, effectivement. Elle a lu ça à Paris. Elle a lu ça à Paris et ça lui a fait le titre de cet album qu'elle dit elle-même un peu imparfait. Et c'est vrai que c'est un album où on sent qu'elle y a mis tout son cœur, toutes ses tripes, toute sa souffrance qui a l'air vraiment réelle. Et c'est assez surprenant parce que pour moi, elle a un teint enfantin, Cœur de Pirate, d'ailleurs, même son visage, elle a un visage assez enfantin, mais ce qui peut être assez paradoxal par rapport à tous ses tatouages. Et là, cet album est extrêmement sombre. Ce qui m'a surprise aussi, c'est sa collaboration avec Loud, qui est un rappeur québécois très connu, que Mathieu Dugal nous a fait découvrir et que j'aime particulièrement, que je trouve extrêmement brillant. Et donc, il y a cette alliance. Donc, on sent qu'elle a vraiment envie d'aller vers d'autres artistes, vers d'autres univers. Et je trouve ça, vous me direz, c'est normal. Mais c'est intéressant. Et le titre, on l'a bien. Il y a même une astuce commerciale. Tout le monde fait ça. Regardez, Vianney avec... Oui, mais là, on ne sent pas l'astuce commerciale. On élargit le public en... Alors, je suis peut-être naïve, mais là, je ressens... Oui, certainement. Mais non, je ne suis pas... C'est ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une envie d'aller peut-être faire quelque chose d'un peu plus abrasif, parce que c'est la tonalité de cet album qui est beaucoup plus sombre. Et même dans les médias, elle a vraiment expliqué elle était très très mal et que la musique lui a permis de parler de ses souffrances, et ce qui était peut-être un peu moins le cas dans les albums précédents. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose, ou plutôt les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, on parle beaucoup de Cœur de Pirate pour cet album, mais pas uniquement, parce qu'elle s'est confiée. Elle a expliqué qu'elle avait sombré dans l'alcoolisme et dans la dépression. C'est germinal, votre truc. Écoutez, c'est ce qu'on dit, en tout cas sur les réseaux sociaux. On voit des extraits d'interviews où elle se confesse et elle dit, voilà, j'ai tellement brûlé ma vie, j'ai fait 300 dates de tournée par an, je ne savais plus où j'habitais et j'ai sombré dans l'alcoolisme. Donc c'est effectivement une autre porte d'entrée. Alors, je suis allée Ça nous rappelle le drame de ce DJ tout jeune à Vichy. Exactement. Voilà. Alcoolisme, tournée à répétition. Et ce qui est étonnant, c'est lorsque vous allez sur son compte Instagram et que vous remontez un peu en arrière ces dernières années, il n'y a aucune trace de sa dépression. Ce qui montre bien que les réseaux sociaux montrent un miroir totalement déformé. Je me suis dit, il y a un moment où elle va nous montrer une faille. Pas du tout. Elle apparaît toujours magnifique, soit elle danse, soit des photos artistiques, mais jamais on voit un signe de ce qu'elle a pu traverser. Et c'est assez étonnant. C'est dans l'album. Et après, ça ressort dans l'album, mais pour mettre un peu en garde de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux concernant des artistes, ce n'est vraiment pas leur vie réelle. Michel, l'homme du jazz, de la musique sophistiquée, de la Suisse éternelle. Comme c'est bien dit. Merci, Guillaume. C'est la question que déteste ma bien-aimée productrice. Est-ce que c'est bien? Et qui sommes-nous pour dire que c'est bien?
Non, mais c'est vrai qu'ils sommes, c'est vrai qu'ils sommes nous. On a des goûts subjectifs. Moi, je peux pas vous dire, je peux pas vous donner un avis objectif de Cœur de pirate. Essayez, parce qu'il y a un pigeon qui vient de s'envoler au 104. J'avoue avant qu'un orage colossal, d'ailleurs, nous tombe sur la tête. Ouais, on est sous la verrière, donc on devrait être protégé, pas du bruit, mais en tout cas des gouttes d'eau. Non, Bien à titre personnel, moi, ça me parle absolument pas. Ah, bah voilà. Musicalement, ça me parle très Mais fort. c'est pas la La cible. formule, c'est Mais que ça a le mérite d'exister. Mais c'est vrai, mais voilà, mais ça veut pas dire que ce soit pas intéressant, pas bon. J'essaie pas de me défausser de ça. On a des goûts qui sont subjectifs. Voilà, vous connaissez les miens. A priori, c'est pas tellement vers ça que j'ai envie d'aller. Moi, ce qui me surprend, ou plutôt ce dont je me suis rendu compte quand j'ai commencé à préparer cette question, c'était de me dire, elle a 28 ans, on a l'impression qu'elle est là depuis 3 siècles, quand même. Ouais. C'est vrai qu'elle a 10 ans de carrière. Elle a 28 ans, elle a 10 ans de carrière. Elle a déjà un gamin qui a 5 ans. Enfin, elle a dû avoir une vie quand même qui était extrêmement bien remplie et extrêmement forte. Alors arrive tout d'un coup à un moment donné à 28 ans, enfin c'est soit on entreprend une psychothérapie, alors c'est douloureux, c'est lent et puis ça coûte de l'argent, ou alors on fait un disque et puis c'est lent, c'est douloureux et puis éventuellement ça peut rapporter un peu d'argent. Le but étant effectivement que ce soit un peu un bout de thérapie pour elle. Alors à ce niveau-là, j'espère pour elle que ça marche parce que c'est vrai qu'on a quand même l'impression. Alors il y a toujours le côté, on se dit, comme l'album est tellement vendu sur le fait de dire j'ai vécu difficilement, c'était dur, je suis arrivé à un point de rupture, tralali, tralala, donc du coup j'ai fait ce disque. Ok, c'est comme ça qu'il est vendu, donc on est forcément en empathie avec ce qu'elle a pu vivre quand on écoute le disque, parce qu'on a lu, on sait de quoi il en ressort. Mais même si on met ça de côté, j'espère pour elle que ce disque au moins lui serve de thérapie et puis qu'elle puisse continuer d'aller de l'avant, parce que c'est comme ça que je le prends, même si moi, je vous avoue que voilà, c'est pas quelque chose qui me touche. Pardon ? Car elle n'a que 28 ans. Il y a un très bon accueil au Québec, en tout cas cet album-là, pour votre Oui, information. en Suisse, un elle est immense suivie, elle est suivie en succès. Elle est Suisse, très bien sûr. appréciée Absolument. de la part du public, du moins. Voilà. Voici le lancement du Zap culturel que tout le monde nous envie pour une raison très simple, c'est que nous faisons le tour du monde en 1 minute 30. Du haut de son mètre 58, Yvette Horner, surnommée Vévette, était la reine du bal. Une machine à guincher. Aïe, aïe. Plus de 600 merveilles sorties du cabinet des curiosités, le fil rouge de cette course au trésor. C'est-à-dire que les musées se sont construits à partir des cabinets de curiosité et des collections privées. On voulait faire ce clin d'œil et aujourd'hui on revient un petit peu à justement une fascination et une observation des choses qui sont croisées. C'est une plongée dans le monde magique des Schtroumpfs que nous propose cette Schtroumpf Expérience. Une visite réalisée à hauteur de Schtroumpf au cœur de leur forêt et de leur village. Viens, on t'emmène avec nous. Ouais. Le concept est une immersion totale dans le monde des Schtroumpfs. On arrive à notre taille d'êtres humains normaux. Au plus on avance dans l'expérience, au plus on rapetisse et on se trouve à la taille d'un Schtroumpf. 1981, Romy Schneider est une immense star. En cure à Quiberon, elle accepte d'accorder une interview à la presse allemande, qui n'a jamais pardonné à l'interprète de Sissi d'avoir rejoint la France. L'interview va vite se révéler impitoyable. Ich bin nicht Sissi. Das war eine 15-jährige Filmfigur, die ich mal gespielt habe. Wer das immer noch nicht begriffen hat, den kann ich auch nicht helfen. Tendre, tendre, douce, douce. La grande Pauline Julien nous a quittés il y a 20 ans. Et elle serait sans doute fière de ce spectacle intitulé « La Renarde » sur les traces de Pauline Julien. On est dans une période où on parle de féminisme et de empowerment féminin. Bien, pour moi, c'est une icône de son engagement. Je trouve que le rail est un peu oublié. Donc voilà, c'est un peu un appel pour dire que le rail est toujours là. Voilà, je vous rappelle que nous sommes pour 300 millions de critiques au 104, qui est ce lieu culturel dans le nord de Paris, ô combien nécessaire. Dans un quartier où il y en a eu peu, évidemment, il y a le Zénith pour la musique, la Philharmonie pour la musique plus raffinée, mais en tout cas, le 104 est nécessaire. Et nous allons parler d'un jeune homme, même s'il a maintenant plus de 40 ans, c'est David Fuenquinos, qui est un romancier à succès depuis quelques années maintenant. Les thèmes de l'art, de la beauté, des fragilités humaines sont au centre de son nouveau roman, qui s'appelle tout simplement Vers la beauté, un roman qui arrive après un best-seller dont vous avez évidemment entendu parler, Charlotte, livre qui est étudié au baccalauréat, traduit en une quarantaine de langues. D'ailleurs, Fuenquinos, avec son frère, a réalisé un film adapté d'une de ses œuvres, avec dans le rôle titre Audrey Tautou. Et il fait partie, avec Florian Zeller, de cette génération qui est arrivée juste après la génération Bec-Bédé, et qui a connu un énorme succès dans le domaine donc de la littérature. Estelle
Vous l'avez lu et vous allez nous raconter de quoi il s'agit. À l'histoire, je ne peux pas tout vous raconter parce qu'en fait, c'est un petit côté thriller. C'est pas un policier au sens strict du terme, mais il y a quand même un suspense et on attend la fin pour savoir ce qui s'est passé parce qu'en fait, c'est vrai que c'est la vie de ce... Commençons par le commencement. Commençons par le commencement. Alors, le personnage, il s'appelle Antoine Duris, oui, parce que justement, ça, j'adore. Il joue là-dessus sur les noms. Est-ce qu'on est de la même famille que Romain Duris? Et pareil, il y a une autre héroïne qui s'appelle Camille Perrotin. Évidemment, on pense à la galerie Perrotin si on connaît un petit peu le milieu artistique. Et là, il est question d'art notamment, puisque ce grand professeur d'art, d'un coup, décide de disparaître, de quitter son travail, de quitter sa famille. Alors, certains pensent que c'est à cause d'une déception amoureuse. Et il va devenir gardien de musée. Ce qui est quand même une sorte de... Bon, voilà, un choix assez étonnant. Choix, pourquoi? Parce qu'effectivement, il pense qu'il va devenir anonyme. C'est vrai, est-ce qu'on regarde... Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je regarde assez attentivement les gardiens et gardiennes de musée? Pas tant que ça. Et en plus, ça lui permet d'évoluer dans le milieu de l'art, un milieu qu'il connaît très bien. Et en plus, ça lui permet de... On parlait de la résilience avec Philippe Lançon, de l'art, ce que ça peut nous apporter. Donc lui, il se retrouve face à Modigliani. Philippe Lançon, ce journaliste de Libération, de Charlie Hebdo, qui a publié Le Lambeau, livre magnifique à la suite des attentats de Charlie Hebdo. Donc là, j'étais erratique. Voilà, donc effectivement, il campe comme ça, c'est le début de l'intrigue. C'est pourquoi cet homme a décidé de changer de vie, pourquoi il a décidé de disparaître, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est parce que son amoureuse l'a quitté, et on va découvrir de fil en aiguille pourquoi il a choisi ce choix radical. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ça nous replonge dans le milieu du musée, et moi, ça m'a fait penser, là, j'ai une petite digression, à une BD qui s'appelle Le syndrome de Stendhal, où c'est avec Frédéric Delachaise, évidemment, qui, lui, est aussi un gardien de musée. Lui se retrouve à Pompidou et il dialogue avec les œuvres. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, ce prisme, ce choix de héros, finalement, de contre-héros. A priori, pourquoi un gardien ou une gardienne de musée? Et il a ce talent, David Fuenquinos, de nous embarquer avec l'histoire de cet homme, où on a envie de savoir ce qui lui est arrivé. Et c'est vrai que c'est toujours, alors léger, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a une certaine légèreté chez lui. Parce que c'est vrai que l'histoire est sombre. Mais dans le la façon positive de présenter les choses. Mais je trouve qu'il y a une... Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a une légèreté de la plume de David Fuenquinos, c'est d'une légèreté assez troublante. Ouais. Et on se laisse embarquer par ce livre qui n'a pas dû être facile à écrire, puisqu'après le succès mondial de Charlotte, il le dit lui-même, c'était compliqué de retrouver l'inspiration. Gaëlle, est-ce que ça vous a intéressé? Oui, beaucoup. Alors beaucoup, j'ai dévoré ce roman. Ce qui, bon voilà, vous avez fait... On peut avancer un peu plus. on On peut avancer un peu plus dans l'intrigue. On sent vraiment que le personnage a vécu quelque chose de traumatisant. Et ce qui est dingue dans ce roman, c'est vraiment cet attrait vers la beauté. C'est comme une nécessité corporelle de tout quitter pour aller vers ce qui fait du bien. Ici, il s'agit de l'art pour Antoine Duris, mais j'ai écouté une interview de David Fuenquinos. Fuenquinos, exact. Voilà. Qui dit qu'évidemment, ça peut se résumer à autre chose, la beauté, un livre, une fleur, une musique, un lieu. Donc, tout ça, face à la beauté, surtout ce qui est important, c'est qu'il n'y a plus de jugement de soi et que le temps s'arrête et qu'on peut se laisser aller pour aller mieux. Voilà, je pense que c'est propre à tous. Moi, quand je ne vais pas bien, je pars me réfugier dans la nature, seule, je contemple, j'écoute de la musique et ça va tout de suite mieux. Non. Effectivement, donc c'est un beau livre pour ça. Une espèce d'expérience initiatique et puis aussi une expérience de disparition. Voilà. De disparition. Exactement, il faut fuir pour aller mieux. Claudia. Parfois. Oui. Moi, je me suis un peu ennuyée dans ce livre-là au tout début. Donc, les 2 premiers chapitres de Vers la beauté de David Fuenquinos m'ont paru un peu beige, comme le personnage, en fait. Je trouve assez beige, ce personnage-là, au tout début. Un peu plate, fade, sans saveur. Il m'énerve un peu, je dois le dire. Mais là, quand l'effet suspense commence à embarquer, là, je ne veux pas trop révéler de choses, il faut être prudent. Vous pouvez révéler un peu. Alors, on commence... un peu. À un moment donné, on est au cimetière, on apprend qu'il y a décès d'une enfant ou en fait d'une jeune femme, disons ça comme ça. Alors à ce moment-là, moi, j'ai vraiment senti, ça a capté mon intérêt beaucoup plus. Là où je trouve que David Fuenquinos a du mérite, c'est dans la manière dont il fait éclater les formes littéraires. Il l'a fait, on l'a vu avec La vie de Charlotte Salomon dans Charlotte. Il a essayé quelque chose qui était plus dans l'ordre de la poésie. Cette fois-ci, dans quelque chose qui ressemble un peu à des short stories telling
storytelling, short stories telling. Tu sais, c'est un peu comme des nouvelles interreliées. Des nouvelles interreliées, voilà. Et ça, j'ai aimé qu'il explore justement cette forme-là. Aussi, j'ai aimé l'aspect de la thématique de la culpabilité qu'il semble développer aussi dans ça. La culpabilité de la victime versus la culpabilité des malfrats, finalement, des abuseurs, de l'abuseur, disons ça comme ça. Et cette culpabilité-là, comme on est en ce moment dans une ère sans repères religieux, sans rien à quoi se raccrocher, finalement, j'ai l'impression qu'il a réussi sa mission en nous faisant croire à la beauté. La beauté peut être salvatrice. La beauté peut même nous sauver et nous aider à se pardonner soi-même puisqu'on n'a plus personne, on n'a plus d'espace pour aller se confesser. Alors, la beauté peut nous permettre ça, donc l'art, en quelque sorte. Voilà. Michel. Vous êtes bien positive, hein, c'est bien, tant mieux qu'il y en ait. Non, moi, je vous avoue que j'ai lu ce livre en étant très dubitatif. Quand vous parlez des 2 premiers chapitres dans lesquels vous êtes ennuyé, Claudia, il faut quand même dire que ces 2 premiers chapitres, c'est les 2 tiers du bouquin. En gros, c'est ça. Je vous avoue que pour moi, ces 2 tiers. Non, les 2 tiers, non, les 2 premiers. Le livre se découpe en 3 parties. La première partie où on apprend qu'Antoine Duris a décidé de tout plaquer pour devenir gardien de musée à Orsay. Ensuite, il y a une deuxième partie où on apprend en quoi sa vie a été un peu compliquée et il s'est séparé de sa compagne. Et puis, il y a la troisième partie avec la deuxième protagoniste qui est Camille et on apprend la vie de Camille et en quoi tous ces protagonistes sont reliés. Pour moi, les 2 premières parties du livre, franchement, inutiles. Je suis un peu sévère, mais je trouve que l'écriture de Funkinos dans ces 2 premières parties-là est d'une platitude, et dans une énumération, dans une exactitude aussi de l'énumération qui fait qu'il enlève toute place. Nous sommes au lecteur. 104. On laisse passer. Faisons de la télévision avec des gens qui nous tournent autour. Vous pouvez continuer, mon cher Michel. C'est l'ambulance qui vient me chercher. Ouais. Non, je trouve que son écriture est tellement, disais-je, tellement précise, tellement descriptive, tellement ultra descriptive que finalement, elle exclut presque le lecteur. Moi, je me suis trouvé exclu. En plus, il y a pas mal de phrases un peu pontifiantes, lénifiantes, pour clore chaque chapitre, pour dire, ou chaque paragraphe, quand il a bien décrit un truc, pour être sûr qu'on a bien compris. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on lit ça, moi, je trouve ça totalement inintéressant. En revanche, c'est vrai que la troisième partie, elle est nettement plus incarnée, elle est nettement plus dramatique aussi. C'est vrai que là, on rentre dans quelque chose qui a, à mon sens, plus d'intérêt pour le lecteur et pour l'histoire. Le livre se suffit presque à lui-même, rien qu'avec cette dernière partie. Je trouve, en l'occurrence, pour David Fuenkinos, avec ce vers la beauté. Alors, on ne va pas expliquer de quoi il en retourne, mais puisque vous avez parlé tout à l'heure de Philippe Lançon et de Lambeau, c'est vrai qu'en lisant ce livre, je ne pouvais pas ne pas faire un parallèle avec le bouquin de Philippe Lançon, Lambeau. Et je me dis que le pauvre David Fuenkinos, arrivé après Philippe Lançon, ce n'est pas non plus un cadeau qu'on lui fait. Mais en l'occurrence, c'est aussi intéressant parce que Philippe Lançon, qu'est-ce qu'il fait dans son livre ? Non, mais c'est le côté vers la résilience. Non, mais il y a un côté sur la reconstruction psychique pour David Fuenkinos dans Vers la beauté, et puis physique et psychique pour Lançon dans le Lambeau. Et là, le bouquin de Fuenkinos repose quand même sur un côté thriller, suspense, c'est-à-dire qu'on a besoin de ne pas savoir ce qui s'est passé pour qu'on suive cette histoire, parce que sinon l'histoire en soi ne tient pas. Vraiment, les 2 premières parties, vous les lisez que pour vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, vers où on va, alors que Lançon justement fait l'inverse. Lançon commence, on connaît le traumatisme, on sait ce qui s'est passé. La France entière connaît l'histoire de l'attentat de Charlie Hebdo. Mais ensuite, après le livre, on n'a pas besoin de ça finalement. Le livre tient par l'universalité de cette reconstruction, de cette histoire dans laquelle il nous embarque et dans laquelle on a une place finalement. Alors qu'avec le bouquin de Fuenkinos, je suis un peu sévère, je suis désolé, voilà, mais il a fait des choses magnifiques avant, donc on peut se permettre d'avoir un bouquin qui soit un petit peu moins réussi. Je trouve que ce livre-là, il divise. Il est un petit peu. Il divise la critique. David Fuenkinos, on le traite de bisounours de la littérature française ou alors de l'Amélie Poulain de la littérature française. Même avant, enfin, c'était avant Charlotte, après peut-être qu'avec Charlotte. Et encore, j'ai lu des critiques pas toujours très sympathiques sur Charlotte où on disait que c'était de la. Enfin, que voilà, c'était immérité. Il n'empêche qu'il a eu quand même le Renaudot et le concours des lycéens. Mais vous n'êtes pas le seul. Quand Guillaume disait le jeune homme, c'est vraiment ça. Quand j'ai lu. Moi, je l'ai connu jeune homme puisque je suis le premier à l'avoir reçu. Pour son premier roman. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé à la littérature avec beaucoup de spontanéité, une envie qu'on pourrait qualifier... Enfin, c'était une envie de littérature sans que ce soit quelqu'un qui soit écrasé par l'histoire de la littérature. Et comme ça, il y a eu une réponse du public immédiate et qu'il est d'une grande intelligence et qu'il a compris aussi ce que le public voulait, c'est-à-dire un mélange entre des choses assez sophistiquées et en même temps une certaine forme de simplicité. Immédiatement, ça a marché. Plus
joli garçon, sympathique, etc. Donc il était tout à fait normal que ça... Et puis la délicatesse où Charlotte, voilà, où Charlotte surtout et la délicatesse même, c'est des bouquins, voilà. Alors on a le droit, David Fuenkinos a le droit de rater un peu un livre. Honnêtement, ce livre-là, comparé à d'autres, c'est pas le meilleur livre qu'il a pu faire. Voilà, faut le dire. Et Laura, que je connais par cœur, a aimé. Je l'ai lu, c'est pas mal, mais je rejoins un peu la vie de Michel. C'est pas son meilleur roman. C'est sûr qu'après Charlotte, c'est un peu différent. On a l'impression en plus il prend plein de références à ses anciens livres dans celui-ci, donc que c'est la fin d'un cycle. Donc on attend le prochain. Mais ce qui est étonnant, c'est que sur la toile, effectivement, les critiques sont plus de la vie de Michel, les critiques littéraires, et les internautes l'adorent. Et ce qui est amusant, c'est quand vous allez sur son compte Twitter, David Fuenkinos retweet tous les compliments qu'on dit sur lui. Donc c'est plutôt touchant. Je regardais, il dit dès que quelqu'un dit quelque chose de positif sur Vers la beauté, il le retweet, il est content, donc il fait fi un peu je ne vais pas être retweeté par David Fuenkinos. Non, tu ne risques pas. Mais et Vers la beauté a déjà été racheté pour le cinéma. Oui, ça plaît vraiment. Non, mais tout de suite. Mais là, ça fait partie aussi d'une des caractéristiques des gens de cette génération. Tout à l'heure, on parlait, alors, qui sont de nature totalement différente. Édouard Louis ou Fuenkinos, ce sont quand même des gens qui, plus ou moins inconsciemment dans la tête, ce qui n'était pas du tout le cas des générations précédentes, et encore moins des générations genre Modiano ou Leclésio, c'est qu'ils pensent tout de suite qu'il y aura une représentation qui va sortir du livre, que ce soit du cinéma, du théâtre. C'est écrit pour ça même. On ne peut pas croire une seule seconde que l'extrême, parfois simplicité de l'écriture, sans que ce soit péjoratif, n'est pas comme objectif l'idée justement du scénario qui adviendra un jour, d'autant plus qu'il est lui-même, il a participé à une tentative dans ce registre-là. En tout cas, il a beaucoup de talent, beaucoup de succès, et évidemment, comme tous les gens qui ont du succès, il se fait tirer dessus. Est-ce que nous pouvons passer maintenant... Comment ? Pas parce qu'il a du succès. Souvent, c'est une position inconfortable. Le succès, c'est une position aussi inconfortable que l'échec absolu, quelquefois. Michel. Alors, un coup de cœur qui est un succès. Tiens, ça fait une bonne transition, en l'occurrence. Un coup de cœur qui va au pavillon suisse de la Biennale d'architecture qui a lieu en ce moment à Venise, qui dure jusqu'au 25 novembre, puisque figurez-vous que le pavillon suisse a reçu bien le Lion d'Or de cette biennale pour son travail, un travail qu'on doit à une équipe d'architectes de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Le thème a traité des appartements, enfin de la façon dont on représente les appartements, et c'est leur travail de représentation, une sorte de labyrinthe à différentes échelles qu'ils ont présenté et qui est visible donc jusqu'au 25 novembre à Venise, qui a été récompensé de ce prix qui est une première en Suisse. C'est la première fois que la Suisse se voit récompensée d'un Lion d'Or de la Biennale d'architecture à Venise, donc coup de chapeau. Et puis coup de cœur, visible donc dans le cadre de cette Biennale que je vous encourage à aller voir à Venise si vous y êtes, et le pavillon suisse en particulier. Laura. Alors, un compte Instagram qui s'appelle Vintage Barbie & Ken. C'est un photographe new-yorkais qui vend ses photos dans les rues de Soho. Et avec sa femme, il va prendre les petites poupées, il les met dans des décors naturels, il les revisite version années 60. Ça donne des photographies plutôt insolites. J'ai regardé. Regardez, il y a des couples gays, il y a des grandes soirées organisées. Et tout ça, c'est... Vous avez du mal avec la tablette, hein? Pas du tout. Tout va bien. C'est la nouvelle époque, quoi. Mais vous me prenez pour un abruti, quoi. Je suis en train de regarder, justement. Oui, c'est une mise en situation. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce compte Instagram ce n'est pas l'artiste du siècle, je vous le concède, mais qui a le mérite d'être amusant et détendant. Mon coup de cœur est très simple. Elle est la foire de Bâle, pour ceux qui s'intéressent à l'art contemporain. C'est la plus grande foire du monde, tout le monde le sait. Les œuvres valent une fortune, donc sont inachetables pour la plupart d'entre nous. Mais il y a évidemment la meilleure expression possible, avec beaucoup d'expositions autour. Et puis des fondations comme la Fondation Bélair, que je connais particulièrement bien mon voisin de gauche, Michel Cerruti. Un film, pour coup de cœur. Un film, Walleye, on en a peut-être déjà parlé, je suis sûre. W-A-2-L-A-Y. Un film qui a été réalisé par Bernie Goldblatt et qui a reçu déjà beaucoup de prix parce on l'a découvert à la Berlinale. La première, c'était à la Berlinale il y a bien plus d'un an, voilà. On en a parlé à Cannes, il a eu donc 15 prix. Et là, il vient de recevoir le prix européen de la jeunesse. 3000 jeunes ont voté pour ce film qui raconte l'histoire d'un jeune métis qui fait un peu trop de bêtises en France et son père décide de
l'envoyer au bled, comme on dit, enfin, c'est-à-dire qu'elle retourne en Afrique. Le retour est un petit peu épique, mais voilà, c'est un film initiatique, bienveillant, vraiment très apprécié du public. Il a reçu encore une fois beaucoup de prix, et dont ce dernier. Et TV5 Monde le soutient depuis le début. Gaëlle. Oui. Je vais vous parler d'un jeune gars de 20 ans, Félicien Bogart, qui est musicien, producteur, animateur de radio et de télé à 20 ans, donc ça fait beaucoup. Il vient de se lancer dans un projet personnel de capsule vidéo appelé le billet vert pour sensibiliser les jeunes aux problèmes environnementaux. Donc on peut le trouver sur Internet, il a un compte Facebook, il a Instagram et tout ça. Et c'est parti du fait qu'il y a 2 ans, il a découvert ce magnifique documentaire de Mélanie Laurent, Demain. Voilà. Et il a voulu contribuer lui aussi à cette révolution lente. Donc il y parle de politique écologique du président Macron, de la disparition des abeilles, du climato-scepticisme de Donald Trump, ça j'ai beaucoup aimé. Et voilà, les premiers épisodes ont rencontré un joli succès, n'hésitez pas à aller le découvrir. On va redonner son nom. Félicien Bogart, le billet vert. Voilà. Claudia. Alors, de mon côté, j'ai craqué pour une nouvelle auteure québécoise d'origine uruguayenne. Elle s'appelle Lula Carballo. C'est une nouvelle plume, une plume à découvrir à travers les créatures du hasard. Et c'est au Cheval Doux, une nouvelle maison d'édition. Il est question de filiation, de transmission de son passé avec ces femmes qui ont habité son livre. Il n'y a pas de parole d'homme, il n'y a pas de présence masculine dans ce livre-là. Ce n'est que féminin. Mais c'est splendide, c'est une voix... C'est splendide! Oui, c'est splendide parce que c'est justement les rapports entre femmes, donc en Amérique du Sud versus le Québec aussi, on découvre ça, les différences, tout ça, c'est sur aussi la folie du jeu et surtout, c'est inspiré fortement par l'œuvre de Sophie Calle. C'est une source d'inspiration infinie pour cette jeune Lula Carballo, créature du hasard. Merci 1000 fois, Léa, pour aller dans votre sens. Il y a une essayiste en France qui connaît un certain succès qui vient d'écrire un livre qui s'appelle tout simplement « Les hommes sont-ils obsolètes ?» Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vous embrasse, nous vous embrassons. Nous sommes au 104 et nous nous y retrouverons la semaine prochaine. Sous la tension, t'as joué ta chance, ils ont joué ta chanson. Je t'ai parlé toute la nuit, j'ai pas dit grand chose. Je sais que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop. Ok, j'ai pris l'appel et puis après, moi je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre. L'ennui des jeunes adultes, passer la nuit seul à deux. Mais disparu sans signature, je sais pas dire adieu. Je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là. Bruxelles, Paris, Berlin, ciao Bella. Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à